Après un master en droit africain et un master en contentieux interne et international, vous avez prêté serment le 15 novembre 2021. Vous êtes installé en cofondant le cabinet JBBA. Votre domaine d'activité porte sur le droit des affaires et le droit pénal. Monsieur le deuxième secrétaire, je vous cède la parole. Inch'Allah, le corps remontera. Si Dieu le veut, il reverra les cieux. L'ordalie a cela de parfait qu'elle permet d'arriver à un résultat complexe, la paix sociale, par un processus simple. Un corps, de l'eau et Dieu. Un corps, de l'eau et Dieu. Le sort des âmes se joue dans le miroir froid et mouillé de la justice divine. La vérité se dissout, emportée par les courants, et le village dort bien mieux, sachant la sorcière morte. Si elle a coulé, c'est qu'elle était coupable. S'ils ont coulé, c'est qu'ils étaient coupables. L'homme, sûr de son innocence, convaincu de sa bonne foi, ne peut mal agir. L'homme peut certes avoir d'un geste une signature, envoyer cohortes et légions d'hommes, femmes, enfants, vers une mort certaine, douloureuse, par suffocation dans une chambre à gaz. Il n'a pas nécessairement mal agi. Oui, l'homme peut avoir eu un prétexte. Ah, le prétexte. Cette pensée simple, lapidaire, qui vient ordonner le chaos et arrêter la tempête sous le crâne. Cette pensée qui vient faire la jonction entre l'action la plus abjecte, permise par la création, et la bonne personne que nous sommes tous, ou que nous pensons être. Un prétexte, et vous voilà bonne personne. Bonne personne, vous dormirez bien. Un prétexte, et vous dormirez bien finalement. Mais enfin, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Mais comprenez, c'était du maintien de l'ordre. Mais si elles ont coulé, c'est qu'elles étaient coupables. Bonne nuit, monsieur Maurice Papon. Madame le maire, mesdames, messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les hauts magistrats, chers confrères, chères consoeurs, mesdames, messieurs, vous êtes tous de bonnes personnes. Vous êtes tous de bonnes personnes. Mais par la magie du prétexte, Maurice Papon l'est tout autant. Certes, il fut condamné en 1997 pour crime contre l'humanité à Bordeaux, mais déjà, il s'est pourvu en cassation. Et surtout, il n'a fait qu'obéir aux ordres. Il conserve ainsi l'honneur propre aux gens de bien, jadis confié au hasard du duel, désormais protégé par la justice, par le droit. C'est la raison pour laquelle c'est la même silhouette qu'à Bordeaux, avec le même costume blanc, la même cravate noire, la même rosette, une petite moustache en plus, qui se tient sur le banc des parties civiles de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ce 5 février 1999. Pour son honneur, celui de la fonction qu'il occupait jadis, celui de son pays. Ses avocats, Jean-Marc Varro et Francis Vuillemin, ont une stratégie un peu plus cynique, un peu plus judiciaire. Dans l'attente de l'issue du pourvoi, citer en diffamation ce témoin d'immoralité si embêtant à Bordeaux, le faire condamner pour le discréditer et alléger un dossier déjà bien fourni dans l'attente d'un second procès. Va ainsi se jouer, devant la 17e chambre, durant 4 jours, l'issue d'un combat judiciaire entre deux fins bretteurs, le dénouement d'un mano à mano sur fond de vérité, d'honneur et de considération. Le prévenu en face n'est pas comme son adversaire, commandeur de la Légion d'honneur, non, bien moins de titres de ce côté-là de la barre, juste un homme. En réalité, un éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse qui a voulu faire un peu d'histoire. Alors, vous ne vous souviendrez probablement pas de son nom à la fin de ce discours, mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'il aurait voulu. Que son nom s'efface pour laisser toute la place à l'œuvre de sa vie, son obsession. Le 17 octobre 1961, date à laquelle Paris
noya ces Algériens. Assisté de son défenseur Pierre Mérat, M. Jean-Luc Einaudi est prévenu d'avoir commis l'infraction de diffamation envers un fonctionnaire public, en l'espèce, en ayant porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Maurice Papon, en signant dans le journal Le Monde, le 20 mai 1998, une tribune dans laquelle il affirmait « Je persiste et je signe. Il y eut, en octobre 1961, un massacre commis par des forces de l'ordre sous les ordres de Maurice Papon. » Une phrase, 27 mots, l'œuvre de sa vie. Une vie de recherche, de rencontres, de recueil de témoignages, de doutes sur ce bilan officiel de 3 morts, malgré les deuils par centaines, de dizaines de demandes d'accès aux archives nationales et d'autant de refus, de chemins escarpés dans la brume de la raison d'État. Je persiste et je signe. Il y eut, en octobre 1961, un massacre commis par des forces de l'ordre sous les ordres de Maurice Papon. Ces 27 mots, cette vie, ces 27 mots seront durant 4 jours jugés, jaugés, pesés, sous-pesés, confirmés ou infirmés par l'implacable force de la chose jugée liée à la juridiction. Infirmé, plutôt, si on en croit Jean-Marc Varrot. Le ténor le sait, bien qu'il s'agisse de diffamation, il ne sera pas question pour le tribunal présidé par Jean-Yves Montfort d'examiner la vérité ou non des propos de Jean-Luc Einaudi. Dès lors, la condamnation est très probable. En 1999, en effet, le droit positif est tel que la preuve de vérité, l'exceptio veritatis, preuve reine en droit de la presse, ne saurait être admise dans 2 cas. Pour les faits amnistiés dans un premier temps, pour les faits vieux de plus de 10 ans dans un second temps. En l'espèce, c'est doublement le cas. Dès lors, le tribunal ne se prononcera pas sur la vérité, mais uniquement sur la bonne foi de Jean-Luc Einaudi quand il accusait Maurice Papon. Comme il le fit en 1991, quand il fit condamner le Nouvel Observateur qui avait eu l'outrecuidance ultime de qualifier Maurice Papon de complice du génocide nazi, Jean-Marc Varrot fera condamner ce pseudo-historien, cet historien de circonstance. Il lui fera payer le prix cher, le prix fort. Le déshonneur, la honte et 1 million de francs. Dans l'arène, Varrot n'a point besoin de glaive, il a le verbe et l'amnistie. En effet, l'article 1er du décret du 22 mars 1962 dispose que sont amnistiées toutes les infractions commises dans le cadre du maintien de l'ordre dirigé contre l'insurrection algérienne avant le 20 mars 1962. La loi est claire. Toutes les infractions dans le cadre du maintien de l'ordre sont amnistiées, sont pardonnées, sont oubliées. Il n'y aura pas de procès. Ce procès, celui de Jean-Luc Einaudi, ce procès de rien du tout. Dans la froideur de l'hiver et de la 17e chambre, ce procès, qui est en réalité la scène sur laquelle se joue l'accusation du criminel contre l'humanité, qui a l'audace, le panache, de demander la condamnation d'un chercheur qui a cherché à lui verser 1 million de francs pour réparer son préjudice de criminel contre l'humanité dont l'honneur a été bafoué. Ce procès-là sera l'unique et ténu interstice dans lequel pourra se glisser une certaine forme de vérité. Comme il le fit à Bordeaux, Jean-Luc Einaudi se lève, s'approche de la barre, déterminé, et s'y accroche, tel un capitaine. Il tourne son regard vers celui du plaignant. Il tourne son regard vers celui de ses juges et, tel un Noé qui sait le secret du déluge, comme possédé par les événements qu'il relate, il porte l'estocade pendant 2 heures, sans notes. Il raconte tout. Il raconte, comme il le fit à Bordeaux, 1961, la France et son Afrique, qui n'est plus vraiment sienne. Paris,
les harkis, les pieds noirs, les bidonvilles de Champigny, Nanterre, La Courneuve. Les 11 policiers fauchés par les balles du FLN entre août et septembre. La haine qui monte entre les deux camps. Il raconte le 2 octobre, les obsèques du brigadier Jean Desmoins, la rage, l'émotion, la peur de ses collègues, la haine aussi. Les mots prononcés en cette occasion par le préfet de police, Maurice Papon, qui attise bien plus qu'il n'apaise. Messieurs, vous êtes couverts par vos chefs et la légitime défense. Pour un coup donné, nous en rendrons 10. Il raconte également les litres d'eau de Javel qu'on fait boire aux musulmans français d'Algérie, car c'était leur statut légal, dans les caves du commissariat de la Goutte d'Or, mais aussi les attentats, les bastonnades, les raquettes, les humiliations, les bicots, les bougnoules, les ratons. Il raconte la note du 5 octobre de ce même préfet de police qui autorise tout policier à tirer à vue sur tout Français musulman d'Algérie pris en flagrant délit, sans même préciser le délit. Le couvre-feu du même jour qui impose à tout Français musulman d'Algérie, en réalité à tout basané qui ressemble de près ou de loin ou même de très loin à un arabe, de demeurer en sa demeure entre 20h30 et 5h30 du matin. Mais il raconte surtout la réponse de la Fédération de France du FLN, qui appelle tous les Algériens à aller se montrer le 17 octobre, et de fort belle manière. Algériens de France, vous sortirez parés de vos plus beaux atours. Montrez que vous existez, que vous ne vous cacherez pas. Montrez que vous êtes beaux et fêtés dans Paris. Soyez fiers, soyez libres, mais respectez 2 règles. Pas d'armes et pas de riposte. Puis le 17 octobre. Ah, il fallait y être le 17 octobre. En plein Paris, à l'heure où, sous la pluie, le pavé noirci reflète les enseignes au néon, où Paris fait la queue au cinéma, où Paris pousse la porte des cabarets et restaurants, où Paris ouvre ses huîtres, où Paris s'amuse. Une foule dont l'œil seul ne saurait embrasser le contour, tout entière, debout comme une hydre vivante, fière, joyeuse, l'âme sans épouvante, la liberté sublime emplissant les pensées des 20 000 ou des 30 qui entraient dans Paris, qui emplissaient la brume de cris et chants rythmés. Taïa Djezaïr, libérez l'Algérie, allez les Félagas, libérez Ben Bella, abat le couvre-feu, abat le couvre-feu. Et c'est au son d'abat le couvre-feu que la police l'ouvrit, le feu. La liesse bien vite est devenue panique, la foule effrayée est devenue tempête, les hommes rendus stupides par l'horreur couraient pour éviter le plomb, le feu et la matraque. Dans la brume affreuse de Paris, les badauds crurent voir d'étranges bûcherons qui frappaient dans la nuit, qui frappaient d'un geste mécanique quiconque osait laisser traîner un crâne ou une côte. La cruauté, la haine dans le langage des coups. Le sang coulait, giclait de toutes parts. Les vêtements des policiers étaient de carnage rougi. Ils avaient tout le soir tué n'importe qui. L'île de la Cité trembla sous ce fracas monstrueux et sauvage. Aux abords de la Seine, avec méthode, on brise les membres. On attache les poignets entre eux, derrière le dos de préférence. On lie les chevilles entre elles. On met un coup de crosse derrière la nuque, ça ne laisse pas de traces. On attrape les corps impuissants et on les balance à l'eau, comme des fétus de paille. Le pont de Neuilly et le pont Saint-Michel ont beaucoup pleuré ce soir-là, des fétus de paille. Ce soir-là, les badauds des rives de Seine virent
sur le souple oreiller de l'eau molle et profonde, les reflets de la lune perturbés çà et là par le passage délicat d'étranges nénuphars, caressés, portés sur des flots incertains et voguant vers l'oubli. Ce soir-là, 12 000 hommes furent raflés vers le Palais des Sports. Mais ce soir-là seulement, parce que le lendemain, il y a quand même Ray Charles qui joue. Et il s'agirait de ne pas oublier les choses importantes. Certes, on peut rafler, mais il faut aussi danser et s'amuser. Heureusement, restait le stade Pierre de Coubertin et le centre de rétention de Vincennes pour la foule des arrêtés, leurs cris, leurs plaies, leurs clameurs, leurs abois. Le sol couvert de morts sur qui tombait la nuit, les autres râlant, brisés et morts plus qu'à moitié. C'était ça le maintien de l'ordre, couvert par l'amnistie et narré par Jean-Luc Hénaudy. Ce dernier achève, regardant son accusateur dans les yeux, le défiant, lui disant être venu en mémoire de ses victimes algériennes, enterrées comme des chiens dans la fosse commune réservée aux musulmans inconnus du cimetière de Thiais. Papon n'est pas plus perturbé que cela. En réalité, Papon a toujours son prétexte. D'une voix sûre qui prend son temps, d'une expression aisée qui sent le passé, d'un phrasé impeccable, il reprend Jean-Luc Hénaudy. Monsieur le Président, dans les wilayas musulmanes, on m'appelait Al-Mahdi, le bon, le sage, le juste. J'aimais les Algériens m'aimaient, mais le FLN tuait, Monsieur le Président. Chez les policiers, le sang était à chaud et la vindicte à fleur de peau. Ce 17 octobre était une bataille qu'il fallait accepter et gagner. Imaginez seulement le déferlement de cette marée écumante vers les champs ou vers l'étoile. C'était ce que voulait le FLN, immerger Paris sous des vagues algériennes. Les centaines de morts, une ignoble invention. Les témoignages, des mensonges déhontés. Les photos, des trucages élaborés. C'est inimaginable d'accuser la police d'avoir fait cela. Enfin, on ne casse pas des crânes avec un képi. Le général m'avait ordonné de tenir Paris. J'ai obéi aux ordres et j'ai tenu Paris. Force est restée à la loi, au prix finalement de 3 morts inutiles, hélas. Monsieur le Président, la France, tant que j'aurai un souffle, je ne laisserai pas y toucher. Et il se rassoit, avant même qu'on lui pose une question. Son prétexte est bon, son prétexte est travaillé. Voilà pourquoi sa conscience est sauve face à la cohorte de témoins cités par la défense. Face à Émile Portzer, ancien résistant et policier le soir des faits, qui raconte les rumeurs entendues sur la radio de police selon lesquelles des policiers étaient tombés sous les balles du FLN ce soir-là. Rumeurs infondées, mais rumeurs pas démenties par la hiérarchie. Un policier échaudé est un policier plus efficace. Il raconte également les traits d'esprit, les moqueries, les rires de ses collègues qu'il a entendus durant la soirée. « Ah, un bougnoul en moins ! Ha ha ! On va voir si les rats savent nager. Ha 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 !» Papon ne tremble pas. Face à Arsène Boulanoir, qui raconte comment il fut pendu dans la cour de la préfecture de police de Paris, à 20 mètres du bureau de Maurice Papon. Papon ne tremble pas. Face à Gérard Grande, séminariste et élève infirmier au Palais des Sports, qui vient partager son sentiment pudique quant aux 9 cadavres découverts dans un placard. Papon ne tremble pas. Face à cette mère endeuillée depuis 38 ans, qui tente, mais qui voit ses mots rattrapés par les sanglots, et qui, dans une humble prière, se rassoit. On comprend, en la voyant, que l'enfant qu'on a l'état, c'est dur de l'enterrer. Papon ne tremble pas.
Enfin, face à Brigitte Lenné et Philippe Grand, Brigitte Lenné et Philippe Grand, il faut le savoir, n'ont pas assisté au 17 octobre. Ils n'ont pas parlé à un seul témoin du 17 octobre. Ils viennent donc déposer en leur qualité de conservateurs aux archives de Paris, au mépris total de leur devoir de réserve, bien entendu. Ils viennent faire état de ce qu'ils ont vu de leurs yeux vus dans les archives. Ces archives, pour toujours interdites à Jean-Luc Einaudi, avec tous ses refus, et notamment les archives du parquet. Ils viennent faire état des 103 dossiers d'instruction ouverts concernant 130 personnes, tous couverts par l'amnistie. Mais avant l'amnistie, des 63 dossiers d'enquête ouverts concernant 80 personnes, classées sans suite. Du réquisitoire définitif du 30 octobre, 13 jours seulement après les faits, concernant la mort de 63 Nord-Africains, dont 26 non identifiés, des constantes que l'on y retrouve: strangulation, balles, mains attachées dans le dos, noyade, et de cette motivation simple, lapidaire, efficace. Aucun élément ne permet d'établir que X a été blessé par un représentant des forces de l'ordre. Terminé. Ce sont les archives qui viennent de parler, là. C'est l'État qui vient de parler. Donc là, Papon tremble un peu. Furieux, Jean-Marc Varro plaide et interpelle les deux archivistes. D'un art tyrannique, il se fait menaçant. Avez-vous conscience, malheureux, de faire état de documents couverts par le secret d'État? Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, la France est malade de ses fonctionnaires. C'était la guerre contre la rébellion terroriste. Les 12 000 arrestations ont permis de mettre aux arrêts les proxénètes, les oisifs, les cadres du FLN. Pierre Messmer, ministre des Armées à l'époque, est venu déposer à Bordeaux. Et vous savez ce qu'il a dit, Pierre Messmer? Il a très justement dit qu'on ne peut imputer la responsabilité des événements à un préfet de police dès lors qu'il a reçu des ordres précis de la part du gouvernement. Le général savait, il savait les ordres précis qu'il a donnés à Papon. À travers Papon, c'est De Gaulle qu'on attaque. L'honneur de Papon devra être restauré. L'honneur dû à sa fonction, l'honneur dû à son parcours, l'honneur dû à la France. Pour lui succéder, le premier substitut du procureur, Vincent Lesclous, commence par un hommage. Il y eut un nombre important de morts la nuit du 17 octobre. De pauvres morts qui pèsent lourd sur la conscience, de pauvres morts anonymes. Certains policiers sont devenus nombreux, les jouets de la haine qui les a animés. Jean-Luc Einaudi a pu, à bon droit, utiliser l'expression de massacre, l'expression de meurtre n'étant plus adaptée, vu le nombre de morts et les exactions déchaînées des policiers. Jean-Luc Einaudi et ses recherches ont fait sonner les 12 coups de l'histoire. Toutefois, n'a-t-il point diffamé quand il suppose, quand il accuse Maurice Papon d'avoir donné les ordres, quand il dit que ceci s'est déroulé sous les ordres de Maurice Papon? N'a-t-il point manqué de prudence quand il n'a pas recherché les responsabilités intermédiaires? Le lecteur moyen du Monde a pu comprendre ces graves accusations comme portant atteinte à l'honneur du plaignant. N'étant pas prouvées, car nous pouvons l'être, elles sont diffamatoires. Je demande une peine de principe. En défense, Pierre Mérat rappelle la stratégie de Maurice Papon. Faire condamner Jean-Luc Einaudi pour préparer un éventuel second procès. En réalité, ce que Maurice Papon veut faire, c'est restreindre la liberté de recherche. Il veut faire taire la bouche de l'histoire. Il faut se poser une question. Si les manifestants étaient dangereux et armés, pourquoi n'y a-t-il eu aucun blessé par balle chez la police? Pourquoi, chez les 12 000 personnes arrêtées, on n'a pas saisi une arme
pas un pistolet, pas un couteau, pas même une épingle. Le silence, le mensonge, le bluff, la négation. Voilà la stratégie de celui qui nie les victimes des brutalités policières, qui nie les morts, qui nie les disparus, qui nie les témoignages et qui va même jusqu'à nier les photos. Le massacre a été reconnu par le ministère public, par la bouche de la société. Dès lors, où est la diffamation? N'est-il pas temps de regarder notre histoire en face? Comme il est d'usage et comme il est de droit, la parole revient finalement au prévenu, qui d'un dernier regard à son accusateur lui lance « Monsieur Papon, vous me méprisez, vous avez voulu me faire taire, mais moi, Monsieur Papon, j'ai envie de vous dire merci. Merci, car en me faisant ce procès, vous avez permis que l'histoire avance. » La séance est levée, le tribunal se retire pour délibérer. Les jours passent, les semaines passent, la tension monte. Le 26 mars 1999, la salle est plus clairsemée, les nerfs sont plus tendus. Le délibéré rendu par le président Jean-Yves Montfort n'est tout d'abord pas en la faveur du prévenu, en ce qu'il conclut au caractère diffamatoire des assertions, en ce qu'elles portent par leur nature même atteinte à l'honneur du plaignant. Néanmoins, attendu que l'ensemble des témoignages versés au dossier sont concordants, que les éléments produits démontrent que certains des éléments des forces de l'ordre ont agi ce soir-là avec une extrême violence, que cette violence n'était pas justifiée par le comportement des manifestants, que le nombre de victimes a été important, en tout cas largement supérieur à celui du bilan officiel, que ce bilan officiel semble avoir été largement inspiré par la raison d'État, largement admissible au demeurant au regard du contexte des faits. Que l'extrême dureté de la répression d'alors appelle de nos jours une analyse différente, qui n'exclut pas nécessairement l'emploi du mot massacre. Il ne saurait être fait grief à un historien, auquel on ne nie d'ailleurs ni le sérieux de la recherche, ou le sérieux ou la qualité de sa recherche, d'avoir manqué de circonspection quand, dans une phrase conclusive qui tend à interpeller le lecteur, il qualifie sèchement les faits et désigne rudement un responsable. Le tribunal considère donc que le bénéfice de la bonne foi doit être accordé à Jean-Luc Einaudi. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire, relaxe Jean-Luc Einaudi des fins de la poursuite, déboute la partie civile de ses demandes. Al-Mahdi a perdu et dormira plus mal. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, les lois, les tribunaux, les juges participent à garnir les pages du grand livre de l'histoire. Cependant, les magistrats ne sont ni des justiciers, ni des militants, ni des historiens. Ils disent le droit, c'est tout. La vérité judiciaire est chose bien étrange. Elle me permet de dire, et qu'y pense ce jugement, qu'un massacre a eu lieu le 17 octobre 1961. Mais un massacre, ça n'est pas une qualification juridique. Un meurtre, ça l'est. Un assassinat, ça l'est. Ainsi, nos principes, essentiels à notre fils et à toute société, m'empêchent d'affirmer que quiconque s'est rendu coupable d'un meurtre ou d'un assassinat le soir du 17 octobre. C'est la présomption d'innocence. Et l'honnêteté intellectuelle m'empêche de parler de présomption d'innocence, car l'amnistie a tout lavé, elle a pardonné et elle a oublié. Il n'y aura pas de procès pour le 17 octobre. Dès lors, pourquoi parler de présumé innocent? Tout le monde est innocent. Il y a eu un massacre, pas de coupables, que des innocents. La vérité, dès lors qu'elle est imposée, car l'amnistie est une injonction d'oublier, est chose bien volatile. Pour exemple, le 14 septembre 2023, il y a 2 mois donc, un avocat général requérait la relaxe à l'endroit de 6 policiers qui, sauvant un homme de la noyade, se moquaient du
bico qu'il était. Car oui, un bico comme ça nage pas. Qualifiant ce dossier de cirque médiatique auquel il est bon de mettre fin, cet avocat général glissait un petit mot quant aux événements du 17 octobre en disant que ce soir-là, c'était le FLN et non la police qui avait jeté les Algériens à l'eau. Bon, vous savez, hein, la vérité, elle n'est que dans les faits. Le fait est que dans Paris, ville où l'Europe se mêle, notre belle ville de Paris, Madame le maire, poumon de la morale, du droit, de la vérité, de la vertu, du devoir, du progrès, de la raison, dans Paris, on peut tuer impunément des centaines d'Arabes, sans qu'on sache même précisément combien, car 100 à 300, on ne parle pas de vie humaine, mais c'est de la statistique, et de la bien mauvaise statistique. Le fait est que Maurice Papon était un boulon dans une machine d'État bien huilée. Il ne faut jamais sortir de notre esprit que Maurice Papon était un fonctionnaire de l'État français, puis de la République française. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Le prétexte est difficilement recevable dès lors que l'on voit l'horreur des actions effectuées. Mais le prétexte est vrai. Maurice Papon a obéi à des ordres. Le 17 octobre 1961, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, savait, a ordonné et a dissimulé. Michel Debré, Premier ministre, savait, a ordonné et a dissimulé. Charles de Gaulle, président de la République, savait, a ordonné et a dissimulé. Tous sont innocents, car il n'y aura pas de procès. La vérité ne réside que dans les faits, et le fait est que Maurice Papon dort pour toujours et à jamais avec sa Légion d'honneur sur le torse. Quand les repêchés du 17 octobre, eux, dorment, le souvenir enseveli dans les 3 cimetières de Thiais, où l'écho seul leur répond. Rien ne sait plus leur nom, pas même une simple pierre. En l'absence de procès, seul Lord Ali fait loi, donc finalement peut-être que s'ils ont coulé, c'est qu'ils étaient coupables. Madame le maire, mesdames les messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les hauts magistrats, chers confrères, chères consoeurs, nous sommes tous des bicots, nous sommes tous des youpins, nous sommes tous des nègres. La mémoire apaise quand l'oubli, lui, invite à l'incendie, et on n'oublie pas volontairement. Qu'on ouvre les archives et qu'on laisse quiconque le veut se plonger dans les plus belles pages de l'histoire de notre pays, comme dans la lecture coupable de celles les plus flétries. Vous, ou ceux qui, comme moi, sont perdus entre des racines ancrées dans une mémoire coloniale que nul ne veut voir et leurs branches qui fleurissent sous un beau ciel français. Perdus entre la volonté de vraiment en être et l'envie d'être, mais pas vraiment. Perdus dans le passé, le son qui appelle l'avenir, perdus dans ce qui commença pour ne jamais finir, perdus. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement provoque leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes, Madame le maire. Mesdames, messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les magistrats, chers confrères, chères consoeurs, mesdames, messieurs, vous sortirez tout à l'heure. Je vous conseille la promenade pour aller digérer les petits fours. Allez à droite, traversez la foule, traversez la route, marchez, et là, arrêtez-vous un instant sur le pont Saint-Michel. Penchez-vous sur les eaux sombres, profondes, calmes de la Seine. Et ne détournez pas le regard quand vous verrez les cadavres remonter.